La nouvelle loi fondamentale consacre le principe d'égalité de tous les citoyens afin que la liberté d'expression et l'indépendance de la justice. L'adoption de cette nouvelle constitution a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement au siège du Parlement tunisien, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Tunis, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Un nouveau soleil s'élève sur la Tunisie, soleil de la démocratie. Après 3 longues et dures années de révolution, le pays s'est doté le 26 janvier 2014 d'une nouvelle constitution. Un acte politique important est célébré en présence d'un parterre de personnalités, au premier rang desquelles le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. L'adoption de la nouvelle constitution tunisienne est une victoire contre l'obscurantisme, la dictature et les violations des droits de l'homme selon le président Monsef Marzouki. Le chef de l'État tunisien estime que le nouveau texte jette les bases de l'autorité de l'État et donne une plénitude à la démocratie. La célébration de la nouvelle constitution tunisienne est certainement un rendez-vous des démocrates. Le Mali devait cette politesse à la Tunisie. Lors de mon installation, le président Marzouki est venu, avec amitié, avec fraternité. Son pays, comme le nôtre, sort d'une crise. Et nous savons ce que c'est qu'une crise. Je crois qu'il était normal, il était convenable que nous venions à notre tour honorer la Tunisie après l'adoption de sa constitution, qui, de l'avis de tous, est une constitution absolument révolutionnaire. Et avec tous les progrès que le peuple tunisien a consacrés dans cette constitution, il y a là vraiment un modèle d'un pays qui se retrouve, d'un pays qui renoue avec sa tradition de progrès, avec son ambition d'être présente au monde avec qualité, engagement et foi. Et c'est pour tout cela qui me tenait à cœur d'être ici à Tunis pour honorer le peuple tunisien, le remercier de son soutien pendant notre crise à nous et lui dire que nous sommes ensemble. C'est un texte majeur et fruit d'un compromis constitutionnel selon le président français François Hollande. La nouvelle loi fondamentale de la Tunisie consacre le principe d'égalité de tous les citoyens, de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. La Constitution garantit également la liberté d'expression et la tradition tunisienne. Autre élément de la nouvelle Constitution tunisienne, le mandat du président de la République est 5 ans et renouvelable une seule fois. De quoi confirmer la réussite de la révolution tunisienne. Et c'est la nouvelle Tunisie que nous sommes venus saluer, chers amis. Je suis venu le faire au nom du Mali, à mon nom propre, et vous dire quel bonheur est le nôtre aujourd'hui d'être avec vous. Quand l'ami connaît un moment de fierté nationale, de communion nationale, on doit être à ses côtés. Nous sommes donc venus ici avec bonheur et vous dire également que nous formulons des vœux chaleureux pour que cette nouvelle Tunisie atteigne son ambition de présence au monde de qualité, ainsi que nous vous avez habitués. Pays de progrès, pays de culture. C'est ici en Tunisie que le printemps arabe est né et c'est ici également que le vent de la démocratie souffle désormais. De quoi servir d'exemple et surtout des références à d'autres pays du continent. Le président de la République a profité de son séjour pour rencontrer les Maliens vivant en Tunisie. Les échanges ont porté sur la situation dans notre pays, notamment la sécurité, l'économie et la réconciliation nationale. Ibrahim Boubacar Keïta a invité ses compatriotes à une synergie d'action pour préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, respecte une tradition, celle d'aller à la rencontre des Maliens vivant en Tunisie. Et c'est à la résidence de l'ambassadeur du Mali à Tunis que s'est déroulée la rencontre intermalienne. Le chef de l'État s'est entretenu avec ses compatriotes sur certaines préoccupations du moment, à ligne de mire, la situation sécuritaire au nord du Mali, particulièrement à Kidal. Sur cette question précise, la position du président Ibrahim Boubacar Keïta reste inchangée. L'unité et l'intégrité du Mali ne sont pas négociables. Les Maliens ne m'ont pas élu moi pour que je vienne inaugurer les chrysanthèmes. Les Maliens m'ont élu pour que je vienne avec dignité, avec honneur, dire le Mali. Et ça, je le fais et je le ferai sans complexe partout. Sûr de mon droit
sûr du droit de mon pays. Je pense que vraiment le temps est venu pour que notre pays soit remis dans son droit, qui est que son intégrité territoriale ne souffre d'aucune espèce d'amputation. Et il n'y en aura pas, Inch'Allah. Outre la sécurité, le chef de l'État a assuré ses compatriotes de sa ferme volonté de redresser l'économie malienne, ce qui passe selon lui par la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Pour le président Ibeka, il faut arrêter cette hémorragie qui retarde tout processus de développement. Dans le domaine économique, je vous ai dit le prix que j'accorde à la bonne gestion économique. J'ai dit que tout membre du gouvernement qui va s'amuser à se croire malin et à mettre comme ça, il partira avec ça. Aussi sec, qui qu'il soit, qui qu'elle soit. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour faire autrement. Je ne surprendrai personne. Je dis comment il faudra faire. Nous, nous sommes remis au dos. C'est tout. Après une crise profonde de 2012, l'heure est venue pour les Maliens de se donner la main et de regarder dans la même direction pour la bonne marche du pays. Un autre message du président de la République lancé à ses compatriotes. Je pense que le monde nous regarde, on nous suit. Ah, ces gens-là, d'accord, ils veulent afficher leur souveraineté, leur indépendance, leur truc. Ben, on va les voir à l'œuvre. On nous verra à l'œuvre, et brillamment, Inch'Allah. Nous ne faillirons pas. Nous n'avons pas le droit de le faire quand nous avons cette jeunesse fabuleuse qui croit en le Mali, ce n'est pas pour le Mali, et qui veut être du monde de demain. Pas de manière mièvre, rasant les murs, mais à la manière des gens de dignité, debout dans le vent, fiers, allant tout droit, n'ont pas le droit de mériter. Les jeunes, je vous dis, battez-vous pour le Mali demain. Cette rencontre du président de la République a été appréciée par les Maliens vivant en Tunisie. Nos compatriotes entendent soutenir le chef de l'État dans son combat pour un nouveau Mali, un Mali de paix, sécurisé et réconcilié avec lui-même. Le ministre des Affaires, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, Gonzalo de Benito, effectuera une visite à partir de demain, une visite d'amitié et de travail à partir de demain dans notre pays, et cela jusqu'au mardi 11 février. Durant son séjour, Gonzalo de Benito sera reçu en audience par le président de la République, le Premier ministre. Une séance de travail réunira les deux parties au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur de Benito se rendra également à Tombouctou et animera une conférence de presse le mardi juste avant son départ, et la conférence de presse aura lieu à la chancellerie espagnole ici à Bamako. Le ministre de la Sécurité, le général Sada Samake, s'est rendu aujourd'hui à Takoutal. Takoutal, c'est dans la commune rurale de Djebok, dans la région de Gao, et c'était pour apporter la solidarité du gouvernement aux familles des 30 personnes tuées jeudi dernier lors d'une attaque perpétrée par des assaillants. À son retour à Gao, le ministre de la Sécurité a rencontré la société civile, les forces de sécurité et le général Sada Samake de demander aux forces armées maliennes, aux forces alliées Serval et la MINUSMA de se mettre ensemble pour déjouer les tentatives de déstabilisation de notre pays. Le ministre au micro de nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Dembawan. Suite à ces événements douloureux, il était du devoir du gouvernement de venir au nom du président de la République et l'ensemble des populations du Mali présenter les condoléances aux familles des disparus, mais en même temps rassurer ces mêmes populations de notre ferme volonté de rechercher d'abord et de traduire devant la justice les auteurs de ces crimes odieux.
Ces bandits, dans leur repli, ont également tué des gens. Jusqu'à la frontière avec le Niger, 30 km de la frontière, ils ont délibérément tiré sur un campement, faisant 2 morts. Avant cela, 3 avaient été tués encore, et 3 autres blessés qui sont présentement à Songo. Donc, si je peux faire un bilan de ce crime, ce bilan s'élève à peu près 31 personnes tuées, 4 blessés qui sont présentement à Gao, dont un cas grave. Mais Dieu merci, le pronostic vital n'est pas engagé, d'après le médecin. Et 3 en Songo, que j'ai ordonné de transférer ces 3 à Gao. Donc, depuis mon arrivée, depuis hier, j'ai eu une série de rencontres. D'abord avec les forces armées maliennes, ensuite avec l'aménagement. Et comme vous l'avez vu, ce matin après le terrain, j'ai rencontré les populations de Gao, les forces vives, et pour terminer par les forces multinationales, Serval et MINUSMA avec FAMA. À l'issue de ces différentes rencontres, nous avons arrêté un certain nombre de PGE. J'ai instruit à FAMA, à la MINUSMA, de mettre en place un dispositif qui permet d'abord de sécuriser les populations qui se trouvent dans le triangle Djebok, Talatay et Ansongo. Et que la présence des forces soit remarquée sur le terrain. Et une opération pour traquer ces bandits, et je leur dis qu'il faut maximum 112 heures pour que ces auteurs soient retrouvés ainsi que leurs complices. Dans la mesure où nous avons des précisions, sinon des renseignements sur la présence de certains. Donc c'est aux forces d'être aujourd'hui en avant. Et je pense que ces forces-là vont réagir dans les heures à venir. J'ai demandé également à ces forces d'anticiper sur les événements. Nous ne pouvons plus agir après coup. Donc cette capacité d'anticipation doit être élevée pour que plus jamais on assiste à de tels événements qui n'honorent pas du tout d'abord les forces elles-mêmes, également, et les populations. Donc je pense objectivement que ces séries de mesures que nous venons d'édicter, qui seront mises en application dans les heures à venir, nous permettront de pacifier cette zone. Et au-delà, j'ai dit qu'il faut que le secteur allant de Menaka jusqu'à la frontière nigérienne soit également sécurisé. Nous avons suffisamment de forces aujourd'hui. L'aménagement a sa capacité qui a été renforcée. Les FAMA aussi. Je pense qu'ils ne demandent qu'à travailler et à mettre en commun les moyens et d'être beaucoup plus agressifs et actifs. C'est ce que j'ai demandé. Quant aux populations, j'ai demandé à ce qu'elles collaborent. Parce que les gens qui vivent parmi nous, ces gens qui se livrent à tous les actes sont parmi nous. Alors j'ai dit, et les populations sont d'accord, que la collaboration va s'intensifier. Et je pense que c'est à ce seul prix qu'on peut démasquer et débusquer tous ces gens-là. Le forum du groupement patronal de la presse en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer, je vais y arriver, avec comme invité aujourd'hui le ministre Moustapha Diko, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec le ministre Diko, le groupement patronal a abordé la problématique de l'enseignement supérieur au Mali. La rencontre a eu lieu comme d'habitude au centre Djoliba de Bamako, en présence de notre reporter Garibou Pérou. Tards et insuffisances, ce sont les mots dont souffre notre enseignement supérieur. Face aux journalistes, le ministre Diko se montre prêt pour le combat de la qualité. Et voilà comment le décor de la situation actuelle de l'enseignement supérieur se présente. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 110 000. Et le corps professoral, il est encore squelettique chez nous, parce que je pense qu'on a moins de 2000 professeurs, sur lesquels vous avez 56% d'assistants. Donc, il y a un besoin de salles de classe, il y a un besoin d'enseignants, ce qui crée naturellement des heures supplémentaires. L'enveloppe des heures supplémentaires aujourd'hui a mangé complètement l'enveloppe prévue pour le recrutement. Si on prend par exemple les bourses, nous sommes à 17 milliards comme enveloppe de bourses. Et rien que les heures supplémentaires,
avec les arriérés, nous sommes en train de gérer un gap de 6 milliards 4. Nous connaissons aussi des revendications et des grèves. Mais à qui la faute? À ce rythme, comment notre enseignement supérieur va-t-il donner des grands noms à la hauteur du XXIe siècle? Chaque année, l'État essaie de comprendre les situations, essaie de prendre en compte les attentes, les aspirations, mais ce faisant, en même temps, la qualité se détériore. Si nous voulons compter dans le concert des nations, si nous voulons avoir des hommes et des femmes de science, de valeur, et qui, parmi leurs pairs, sont respectés, estimés, et qui peuvent faire avancer notre pays, il est clair qu'il faut secouer le cocotier. Voilà les derniers développements de l'enseignement supérieur, le secteur qui forme les ressources humaines de notre pays. N'est-il pas donc temps de sortir notre système éducatif de cette situation? Seule une vision commune, État et acteurs sociaux, peut nous forger une place honorable dans la concurrence du XXIe siècle. Dans le souci de donner aux Bamakois un cadre de vie acceptable, le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville était hier à Bakari-Bougou. Dans ce quartier populaire, les échanges ont permis au ministre Moussa Mara de s'imprégner des préoccupations urgentes des populations, nous dit Mamourou Sidibé. Le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville, sitôt arrivé à Bakari-Bougou en commune 2, s'est prêté aux doléances des populations. En écoutant les différents intervenants, il s'est rendu vite compte que ce quartier populaire a du mal à se donner un cadre de vie digne de ce nom. Caniveau étroit et obstrué, manque de dépôts de transit, d'adduction d'eau, rues impraticables en saison hivernale et occupées anarchiquement, la liste est longue. C'est une innovation en soi qui parle de la population et qui veut que la population elle-même s'exprime, elle-même participe ou sinon améliore sa propre condition de vie. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Nous ne pouvons que saluer l'initiative du ministère et nous leur demandons vraiment d'œuvrer dans ce sens pour que la ville de Bamako un jour puisse trouver vraiment une solution idoine à tous ces problèmes qu'elle est en train de vivre. Toutes les doléances recensées ont été remises au ministre. Au niveau du ministère, nous apprécions dans le cadre de la politique de la ville ce qui peut être fait urgemment pour essayer de résorber un peu les difficultés dans ces quartiers qui sont très défavorisés en termes d'accès aux services de base et que de concert avec la mairie, de concert avec les autres départements, on puisse mettre en œuvre ces initiatives avec la participation des populations. Cette visite, selon les populations, permet aux décideurs de s'imprégner des préoccupations des populations en vue d'amorcer le processus de la vraie urbanisation de la ville de Bamako. Les membres du conseil d'administration du projet ACI 2000 ont organisé une rencontre à la mairie de la commune 4. Il s'agissait par cette rencontre de faire le point sur l'état d'avancement du projet ACI 2000. Le projet créé en 2013 a pour vocation, il est bon de le rappeler, de faire de la zone ACI 2000 un espace urbain moderne de la capitale. Lamine Keita, compte rendu. La zone ACI 2000 est confrontée à un certain nombre de problèmes qui sont, entre autres, l'assainissement des artères principales, la dégradation des espaces verts, l'aménagement des réseaux électriques, l'insécurité. C'est pour résoudre ces problèmes que le projet ACI 2000 a été créé en 2013. Il ambitionne de faire de la zone un espace urbain moderne de la ville de Bamako. Nous avons aussi discuté des activités concernant, disons, le financement de l'EPA. L'EPA se porte bien parce que nous avons quand même pu mettre en place, disons, une direction. Il y a un directeur administratif qui doivent gérer le projet. La zone ACI 2000 présente beaucoup de parcelles non viabilisées qui servent de dépôts anarchiques pour les GIE de ramassage d'ordures. Nous sommes confrontés au problème de l'informel qui fait que les gens ils prennent les ordures dans les ménages et ils déversent dans l'ACI. Et cela parce qu'il y a des espaces non occupés dans l'ACI. Ces espaces non occupés aussi posent des problèmes, disons, pour la gestion de l'espace ACI, parce qu'il y a des gens qui ont payé des parcelles dans l'ACI, des parcelles qui ne sont pas mises, disons, en valeur, c'est-à-dire des espaces qui ne sont pas construits, et ça profite, disons, aux informels qui viennent déposer les ordures dans l'ACI 2000. Premier établissement public à caractère administratif au Mali, le projet ACI 2000 est financé par la collectivité, les habitants de la zone et l'État du Mali.
Le Conseil fédéral national de la Tariqa Tidjania a initié une journée internationale sur le thème de la réconciliation nationale. Prennent part à cette journée les représentants du Royaume du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et les représentants des confréries et associations islamiques, comme on pouvait s'y attendre. C'était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte, Ibrahima Tchokari, compte rendu. Importante pour la recherche du vivre ensemble, cette journée internationale sur le thème de la réconciliation nationale est initiée par le Conseil fédéral national de la Tariqa Tidjania. Cette journée est un espace de diffusion et d'appropriation de la réconciliation. Et les 52 califats en conclave s'engagent à véhiculer les messages qui en sortiront. L'homme doit se réconcilier avec lui-même, avec son soi. Parce que le Tidjania, c'est la guerre contre le soi, moi. Celui qui arrive à se combattre, son soi, doit être un homme patient, un homme très bon, un homme qui aime son prochain. Le Mali est un pays pluriel dans sa foi religieuse et cela doit nous guider vers la paix et la réconciliation nationale. Il est temps que le Mali assume, que le peuple malien assume son islamité dans le respect des droits à la différence. Et donc, cela nous oblige à la paix. Cela nous oblige à la réconciliation. La paix avec soi-même, la paix avec son voisin, quel qu'il soit. La paix avec l'ensemble des communautés, à l'image de cette cité-État que le prophète Rasulullah a créée à Médine. C'est en tout cas pour la première fois que les adeptes de la Tariqa Tidjania se retrouvent et se concertent sur le sujet. Les résultats de cette journée, avec la contribution des représentants du royaume chérifien, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie, seront une contribution du Conseil fédéral national de la Tariqa Tidjania à la réconciliation des cœurs et des esprits au Mali. Restons avec le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte. Le ministre Diallo rentre d'un voyage qu'il avait effectué en Arabie Saoudite avec ce mémorandum de 13 points visant l'amélioration des conditions du Hajj présenté par le Mali en Arabie Saoudite. Et le ministre a eu à obtenir des garanties de la part de ses interlocuteurs du maintien du quota de 9000 pèlerins pour notre pays, garantie qui lui a été donnée par les autorités saoudiennes. Nous écoutons le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte au micro de Nouhoum Sissoko. Cette mission m'a permis de rencontrer le ministre saoudien du pèlerinage qui a montré toute sa disponibilité. D'un mémorandum dont je devrais défendre un certain élément, notamment 13 points. Je peux vous assurer que l'ensemble des points ont été acceptés, et parmi lesquels surtout le maintien du nombre de pèlerins à 9000, le regroupement des pèlerins maliens sur un même site, l'atterrissage des avions des pèlerins maliens à Médine pour éviter moins de mouvements entre Jeddah ou la Mecque et puis Médine. Alors donc, tout un ensemble d'éléments acceptés et qui font que d'ailleurs, en tant que ministre délégué aux affaires religieuses, l'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas de notre côté plutôt qu'il y avait des problèmes et qu'il faille aller à résoudre ces problèmes, parce qu'il n'est pas acceptable, je vous le dis franchement, que l'on débourse autant de millions pour aller à la recherche de la purification spirituelle et que l'on souffre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible, et donc l'État prendra toutes ses responsabilités. C'est une instruction du président de la République. Faire de sorte à ce que les pèlerins aillent dans des conditions les plus acceptables pour faire leur pèlerinage dans la plus grande dignité et pour vraiment dans le salut. Je crois qu'il faut comprendre que le pèlerinage, ce n'est plus d'il y a 30, 40 ans, 20 ans, non. Aujourd'hui, il faudrait que le pèlerin futur soit informé à temps, que nos structures prennent le temps de les former, que les structures de santé prennent le sérieux des diagnostics. Et donc, quand les gens vont dans ces conditions, le problème ne se pose pas. Ce n'est pas concevable que des hommes et des femmes qui doivent accompagner les pèlerins soient eux-mêmes en pèlerinage. Alors voilà, on ne peut pas suivre de lièvre à la fois. C'est des hommes et des femmes qui vont à la recherche de Dieu, qui déboursent de l'argent. Alors donc, il est nécessaire et obligatoire
que nous fassions des résultats et surtout des satisfactions. C'est Adama Yoro Diakité qui a été élu à la tête du syndicat libre de la magistrature, et cela pour un mandat de 3 ans. C'était à l'occasion de la 2e convention ordinaire du syndicat, convention qui s'est tenue ici aujourd'hui à Bamako. Et pendant cette 2e convention, les participants ont examiné et adopté des rapports d'activité et financiers du mandat écoulé. Moussa Fané, compte rendu. Au terme des travaux de cette 2e convention, les participants ont mis en place un nouveau bureau de 21 membres. C'est Adama Yoro Sidibé qui est désormais à la tête du syndicat libre de la magistrature, Silman. Il succède ainsi à Amey Founé Mahal Madan. Conduire aujourd'hui un mouvement syndical de magistrats dans le contexte dans lequel nous sommes n'est pas aisé. Quant aux actions de revendication, le syndicat est là et on va le faire en toute responsabilité, sans passion, sans extrémisme, mais en toute responsabilité et de façon très ferme. Le secrétaire général du ministère de la Justice a rassuré les hommes des droits de l'accompagnement du département. Il a également invité les syndicalistes à plus de cohésion. Les magistrats que vous êtes et que nous sommes devront prendre conscience de la place prééminente que nous occupons au sein de cette justice. Les critiques récurrentes à l'encontre de la famille judiciaire doivent nous interpeller tous et nous inviter à changer de comportement. À l'issue de la 2e convention du syndicat libre de la magistrature, les participants ont choisi Amey Founé Mahal Madan comme président d'honneur du bureau. Nous retrouvons à présent l'actualité nationale avec la compassion du groupement des commerçants détaillants du Mali. Le groupement est allé visiter hier la partie brûlée du marché de Médina Koura. La délégation a apporté sa contribution aux sinistrés et a profité pour donner des conseils à ceux qui ont perdu leurs biens dans ce désastre. Fatoumata Kone était présente. Après les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, c'est le tour de ceux du groupement des commerçants détaillants du Mali de visiter la partie brûlée du marché de Médine. Les responsables sont venus manifester leur solidarité à l'endroit des victimes de l'incendie. Ils ont apporté leur contribution aux sinistrés d'une valeur de plus de 1 million de francs CFA. L'appel que nous avions à lancer, c'est d'une part aux autorités du pays de tout faire pour voir clairement ce problème d'incendie dans les marchés qui commence vraiment à faire une répétition un peu partout. Deuxièmement, nous demandons aux commerçants du marché d'être solidaires et vraiment de parler d'une même voix et de rester derrière les autorités compétentes. Revoir l'architecture des grands marchés du Mali, éviter les branchements anarchiques, tels sont entre autres conseils prodigués par le président du groupement des commerçants détaillants du Mali. Élan de générosité de l'Association pour le développement intégré du Mali qui vient de faire don de fournitures et de matériel de santé d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA pour les déplacés du Nord. Et cela dans le cadre d'une opération d'urgence au secours des déplacés. Nous retrouvons le compte-rendu de Adama Koulibaly. Des cartons de cahiers, de livres et plusieurs autres petits objets scolaires, plus du matériel de santé, c'est la composition du don qui a coûté, selon les responsables de l'association, 25 millions de francs CFA. Donc si on est là aujourd'hui, c'est suite en fait à l'opération Mon Cadeau, qui a été gérée les dernières par IAT. Donc on a pu récolter 500 jouets, on les a acheminés jusqu'au Mali, on les a redistribués en compagnie de notre partenaire local, donc qui était l'association Sinjaton, aux enfants défavorisés. Donc après cela, suite aux conséquences en fait socio-économiques du pays, on s'est dit qu'on allait réorganiser en fait l'opération et qu'on allait plus en fait l'accentuer dans le domaine de l'éducation et de la santé. C'est une organisation de jeunes maliens de la diaspora dénommée Unité 77 vivant en France qui, en parfaite collaboration avec l'Association pour le développement intégré du Nord, se bat pour des actions humanitaires en faveur des déplacés et nécessités du Nord. Ces fournitures seront partagées entre les enfants déplacés vivant à Bamako et ceux de certaines écoles de la ville de Gao. Le matériel de santé est destiné à l'hôpital de Gao. Il est nécessaire que je sois là pour dire aux populations de cette partie du Mali que le Mali entier est avec eux et que le Mali ne les laissera pas tomber parce que c'est le Mali de Bamako à Gao, de Bamako à Kidal. Plusieurs autres personnalités ont participé à cette remise de dons. C'est là pour encourager les jeunes de la diaspora qui n'ont pas oublié leurs frères
et sœurs vivant au pays. Les membres du comité de suivi de l'Office du développement rural de Séléngué a adopté le projet des nouveaux plans entre l'État, l'Office de développement rural et les producteurs. Ce projet qui va durer 3 ans a coûté plus de 4 milliards de francs CFA et le projet permettra aux populations de lutter contre la pauvreté dans 4 cercles et 19 communes des régions de Koulikoro et de Sikasso. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Mbarakou Meiga. Un nouveau cycle de contrat-plan de 3 ans entre l'État, l'Office de développement rural de Séléngué et les producteurs, le monde rural ne peut que se réjouir. Le présent contrat-plan 2014-2016 est examiné au cours de cette session. Sa mise en œuvre va favoriser l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vivant dans les zones d'intervention de l'ODRS, l'Office de développement rural de Séléngué. Ce 3e contrat-plan qui est soumis à votre approbation se distingue des précédents par une définition plus précise des objectifs visés et des engagements adossés à un ou plusieurs indicateurs d'impact. Pour un coût total de plus de 4 milliards 650 millions de francs CFA, ce 3e contrat-plan a en ligne de mire la production de près de 600 300 tonnes de céréales pendant ces 3 ans. Il prévoit également l'accroissement de la production animale. Pour atteindre ces chiffres, des travaux d'aménagement des terres et bien d'autres actions sont à entreprendre. Cette nouvelle vision projette l'aménagement en maîtrise totale de 1984 hectares, la réhabilitation du périmètre aval de Séléngué, la réalisation de l'étude de faisabilité de 8 plaines totalisant 6580 hectares, l'actualisation des études d'aménagement des plaines, la construction de la piste Yorobougoula-Nala sur 35 km, l'exécution des travaux de renforcement des 60 km de la piste Séléngué-Maninkoura, la promotion de la culture du manioc, la diffusion du maïs hybride et l'utilisation de la fumure organique par les producteurs. Après 6 heures de débat, le projet de contrat-plan a été adopté par les membres du comité de suivi. Aussi, ils ont adopté le procès verbal de leur 2e réunion de 2010 et les rapports d'évaluation du contrat-plan 2010-2012. La visite du nouveau bâtiment de la direction de l'ODRS a mis fin aux travaux de cette première session. L'association Djina Dogon tient depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako, et cela pour 2 jours, les travaux de sa 5e Assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a son ordre du jour l'examen et l'adoption du rapport d'activité, le toilettage des textes de l'association et le renouvellement des instances dirigeantes de l'association. Abdrahman Meiga, compte rendu. Prendre connaissance du rapport d'activité et faire le toilettage des textes de l'association, voilà quelques-unes des activités auxquelles les membres de l'association Djina Dogon s'attelleront au cours de ces travaux de 2 jours. Les participants à cette 5e Assemblée générale ordinaire analyseront également les difficultés rencontrées par l'association pour ensuite formuler des recommandations et des résolutions permettant à Djina Dogon d'apporter sa contribution à l'essor économique du pays. Je m'en vais vous dire sans embâche que l'un des points forts qui caractérise le Dogon se déroule en critique stérile partisane ayant tendance à mettre les esprits faibles dos à dos, à nous faire ramer à contre-courant, à nous distraire de nos objectifs. Nous disons non à cette pègre. Sortons de cette situation malsaine. Au cours de ces assises, les participants vont réfléchir sur les stratégies de mobilisation des ressources pour faire face à la mise en œuvre de 3 projets importants initiés par le bureau sortant au profit du pays Dogon. Ces projets concernent notamment la construction de 4 grandes portes d'entrée au pays Dogon, du siège du Djina Dogon et du musée de Sanga. Ces 3 projets nécessitent pour leur réalisation une importante masse d'argent que nous, Dogon et sympathisants, devons être les premiers à nous engager à débourser. Cette assemblée générale permettra également aux membres et aux sympathisants de l'association Djina Dogon de réfléchir et d'échanger leurs points de vue sur la problématique des conflits du pays Dogon.
L'Association pour le progrès et la défense des droits de femmes, APDF, a procédé hier à la remise des prix aux lauréats du concours organisé dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'excision. La compétition a concerné le lycée La Chaîne Grise et l'école de santé Le Bouktou, Sokona à Kamisoko. 23 lauréats viennent de recevoir des prix suite à un concours organisé par l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF. Les lauréats ont compéti dans les domaines que sont la poésie, le dessin et la rédaction. Il s'agissait à travers ces activités de véhiculer des messages de sensibilisation afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines et excision. L'expression que les enfants ont fait à travers les différentes œuvres est une belle expression, dans la mesure où ils ont exprimé réellement ce qu'ils ressentent par rapport au danger de l'excision sur la santé de la femme et de la fille. Donc pour l'APDF, il est important que le 6 février soit célébré, pas en termes de célébration joyeuse, mais en termes de méditation. Les 2 établissements qui ont participé à ce concours sont des écoles partenaires de l'APDF. Il s'agit du lycée La Chaîne Grise et l'école de santé Le Bouktou. Allons à présent à Ségou pour parler du festival sur le Niger. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'édition 2014, la 10e édition, et les festivaliers se bousculent, qui pour acheter les produits de la foire, qui pour découvrir des artistes de renommée internationale et nationale comme Sekouba Bambino, Milmo et Salif Keita. Les touristes, eux, sont venus en masse et la sécurité est assurée par les forces armées maliennes et la MINUSMA. Nos envoyés spéciaux ont fait un tour sur le site. Suivez ce qu'ils nous proposent. Voici une vue d'ensemble du site du festival sur le Niger. Des stands érigés par-ci, des animations par-là. Une ambiance qui attire des milliers de visiteurs. Ici, les affaires sont florissantes à quelques heures de la clôture du festival. Les fêtes, ça se répète toujours, mais elles ne sont jamais les mêmes. Donc, je suis arrivé à Ségou pour le festival sur le fleuve du Niger. Donc, je suis vraiment ravi. Guide antiquaire s'active pour vendre la destination Mali. Les touristes y sont venus très nombreux. La sécurité n'est pas négligée. Les forces de sécurité maliennes et la MINUSMA travaillent pour cela. Ce que m'a motivé de venir au Mali, c'est le fait que je suis journaliste. Je m'ai installée au Mali pour quelques mois pour profiter de la vie culturelle, la profondeur culturelle. Vous avez vu le nombre de visiteurs qu'on a eu à Ségou, d'étrangers, et ceci dénote que notre ville reste encore une ville très forte. Notre pays reste le Maliba avec son contenu, son potentiel et toute sa dignité. Nous avons reçu ces hôtes-là, ces visiteurs, et c'était un grand moment. Et nous disons merci à tous ces festivaliers qui ont cru au Mali. Outre la foire, les travaux du colloque de Ségou se déroulent au Centre culturel Corée sur le thème Renaissance africaine, enjeux et perspectives. Des scènes musicaux attirent les festivaliers. Des artistes de renommée internationale se produisent tous les soirs sur la grande scène d'Amazon. Milmo, Sekouba Bambino, Ça se passe très bien, vraiment, on profite de la fête et ça va. C'est merveilleux, c'est incroyable. Les émotions, l'espoir des gens, la solidarité, l'unité, la paix. Voilà, c'était une nuit de paix. C'est un festival de la paix. C'est ma première fois, mais je constate que ça a été une réussite quand même. On a donc chanté, dansé pour l'unité du Mali. Ça va être la grande fête encore ce soir à Ségou avec le grand concert qui va être donné par Sekouba Bambino et Salif Keita. Donc tout Bamako a rallié à Ségou. Nous qui n'avons pas eu la chance d'être de ce festival, nous allons voir après ce journal, le journal du festival qui sera présenté par Ibrahima Traoré et son équipe. Tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'AS Real a fait match nul face aux forces armées royales de Rabat à 2-2. Les Marocains qui ont été
menés 0-2 pendant une bonne partie du match, ont égalisé dans les derniers instants du jeu. Quant au stade malien de Bamako, il a été battu 2-3 par le Sporting de Praia de Sao Tomé et Principe. Le COB jouera demain dimanche à Tunis contre Al-Ali de Tripoli au compte des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Les matchs retour sont prévus dans une semaine. Information qui nous a été donnée par le desk sport Khalifa Namatraoré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Nyanya Aliou Traoré sera sur ce même plateau pour vous informer. Et 20h, l'information reprendra ses droits. Excellent week-end à tous. Au revoir.